le coordinateur national de la France Insoumise, c'est-à-dire Manuel Bompard, qui est ici, présent avec nous. Je passe la parole à Manuel. Merci. Merci pour l'organisation de cette soirée, qui est un succès. Je crois que vous êtes nombreuses et nombreux. Je suis désolé malheureusement que Francis ait eu un souci de santé. Je vais essayer on s'était un peu réparti les sujets. Je vais essayer de faire l'intégralité sans parler trop longtemps parce qu'il est déjà tard. L'intitulé de la réunion du jour, c'était « Perspective insoumise ». Donc, c'est-à-dire de parler de la France insoumise, mouvement politique, l'insoumission. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'année 2018 qui arrive? Mais pour pouvoir parler des perspectives pour l'année qui vient, nécessairement, il faut avoir un petit retour dans le rétroviseur sur qu'est-ce que la France insoumise a fait depuis la fin de l'élection présidentielle et la fin de l'élection législative. Je pense qu'on peut dire qu'un point positif de la séquence qui vient de s'écouler, c'est que la France insoumise a joué son rôle, a exercé ses responsabilités en tant que première force d'opposition. Et elle est très fortement identifiée comme telle. Elle l'a fait dans tous les combats, dès le début du mois de juillet. Elle l'a fait notamment dans la mobilisation, qui était la mobilisation importante de la fin de l'année 2017, qui était la mobilisation sur les ordonnances. Elle a pris ses responsabilités. Elle a fait les premiers rassemblements sur la place de la République. Elle a appelé à la marche du 23 septembre. Je suis sûr qu'il y avait plein d'entre vous qui y étaient présents. Elle a mis son énergie dans cette bataille parce que nous nous sommes dit, maintenant, on a des responsabilités devant le peuple français et c'est pas parce qu'il y a une élection que ça doit emporter la conviction. Et c'est pas parce qu'il y a une élection qu'on n'a plus le droit de contester des projets qui sont les projets de ce nouveau gouvernement. Au contraire, ça nous donne des responsabilités. On a mené cette bataille, on a exercé, on a tenu compte de nos responsabilités. On a fait le travail. Je pense qu'on n'a pas énormément de choses à se reprocher. Malheureusement, il faut le regarder, il faut le voir parce que ça explique des fois des propos qu'on peut avoir entendus tout à l'heure un peu pessimistes. Ça ne sera pas le contenu de mon intervention. Mon intervention, elle sera optimiste. Mais pour être optimiste, il faut regarder les choses avec une réalité. Et la réalité, parce que ça nous a été reproché, c'est que sur la question des ordonnances, on a perdu. On a perdu sur la question des ordonnances et on a essayé de dire et on a essayé de comprendre pourquoi on avait perdu. On a perdu sans doute parce que les organisations syndicales étaient divisées. On a perdu sans doute aussi parce que chacun est resté dans son couloir, les organisations politiques d'un côté, les organisations syndicales de l'autre, les associations qui restent dans leur coin pour travailler. Et clairement, si on veut gagner face à l'offensive globale qui a été engagée aujourd'hui par le gouvernement, il va falloir que toutes ces forces se mettent à travailler ensemble. Il va falloir que toutes ces barrières artificielles, elles tombent. Voilà. Et ça c'est quelque chose sur lequel on doit nécessairement travailler. Pourquoi? Parce que quand on regarde la situation maintenant, oui, Macron, il a gagné la première manche, mais il faut analyser sa stratégie de combat. Parce que c'est une stratégie de combat. Sa stratégie de combat, c'est la bataille totale, c'est la guerre totale. On prend tous les sujets, on avance sur tous les sujets en même temps, et on prend tout le monde de vitesse et on empêche la mobilisation, la résistance de s'organiser dans ce pays. Mais ça, c'est sa stratégie. Pour l'instant, il faut forcer de constater que ça marche. Mais cette stratégie, elle a ses faiblesses. Elle a ses faiblesses, c'est que quand vous attaquez toutes les citadelles en même temps, la première citadelle qui résiste, ça va lui faire échec à son plan, à sa stratégie. Et parmi ces citadelles-là, il y en a une dans laquelle on est engagé pour l'instant. Elle a été évoquée tout à l'heure, mais je veux y revenir parce qu'elle est importante. C'est la question de la réforme de l'entrée à l'université. Parce que pour l'instant, c'est pas trop médiatisé. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu souterrain. Mais parce que la mobilisation, elle est en train de s'organiser, notamment dans les lycées et dans les universités sur ce sujet. Vous savez, là aussi, ils ont essayé de nous prendre de court. Ils ont fait voter dès le mois de décembre la réforme à l'Assemblée nationale. Ils l'ont mis en œuvre, gardez-le en tête quand même, ils l'ont mis en œuvre, la réforme, dès le 15 janvier, alors qu'elle n'a même pas encore été votée au Sénat. Donc ça veut dire qu'il y a une loi qui s'applique qui, pour l'instant, n'a pas été votée. Et ils essayent de passer en force, comme sur les autres sujets. Mais pourtant, ça commence un petit peu à réagir. Ça commence à réagir parce qu'il y a des lycées qui se sont mis en grève le 15 janvier dernier. Il y en avait dans une dizaine de villes de France. Alors c'est un début, mais c'est un début. Ça commence parce que dans les universités, il y a de plus en plus de départements, d'universités elles-mêmes, qui disent non, nous on ne fera pas le travail qu'on nous a demandé, c'est-à-dire, vous savez, d'établir les attendus qui permettent l'entrée à l'université.
Alors, pour mener cette bataille, je me suis dit, je vais essayer de vous donner quelques arguments. Et donner quelques arguments, c'est d'abord partir des arguments qui sont ceux qui sont assénés par le pouvoir, puisque, à ma connaissance, ils en ont 3. Le premier, qui est le plus vicieux, c'est de dire mais vous pouvez quand même pas être d'accord avec l'idée que maintenant c'est le tirage au sort qui permet de rentrer à l'université. Vous savez, donc et finalement la sélection, ça serait quand même mieux que le tirage au sort parce que c'est pas au hasard de déterminer si oui ou non vous avez votre place pour entrer à l'université. Mais le tirage au sort, c'est pas né comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus prévisible dans ce pays que de savoir combien d'étudiants vont se présenter à l'entrée de l'université ? Vous savez combien il y a de naissances, vous savez combien il y a d'élèves à l'école primaire, on sait tout ça. On connaît les évolutions démographiques, on sait qu'il y a un nombre d'étudiants toujours croissant qui va rentrer et se présenter aux portes de l'université. Les chiffres, on les connaît. Depuis 2010, il y a eu 150 000 étudiants de plus qui sont venus rentrer à la porte de l'université. Juste en 2018, la rentrée scolaire, il va y avoir 45 000 étudiants supplémentaires. D'ici à 2024, il y a 200 000 étudiants supplémentaires qui sont prévus. C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que là, il y a eu une évolution démographique. Parce qu'il y a une jeune génération qui est allée au lycée et qui maintenant se présente à l'entrée de l'université. Et ça, on n'aurait pas pu l'anticiper. On n'aurait pas pu le prévoir. On n'aurait pas pu faire en sorte qu'il y ait des places à l'université pour accueillir ces gens. Donc, tout ça, la question du tirage au sort, c'est quelque chose qui a été construit de toutes pièces. On n'a pas mis l'argent nécessaire pour augmenter les capacités d'accueil de l'université. Et maintenant, on fait le tirage au sort. Et puis l'année d'après, on dit, mais non, quand même, le tirage au sort, c'est pas normal. C'est pas le hasard qui va déterminer si oui ou non vous pouvez rentrer à l'université. Donc, on fait quoi ? On met en place des attendus et on met en place une sélection à l'entrée de l'université. Vous savez, un chiffre, il y a 10%, il y a une baisse de 10% du rapport entre l'argent public qui est mis à l'université et le nombre d'étudiants qui se présentent à l'entrée de l'université. Si vous prenez les chiffres, il y a 10 ans, le pourcentage de l'investissement public qui était mis à l'université, si vous le ramenez au ratio du nombre d'étudiants qui se présentaient à l'entrée de l'université, si vous le comparez à ce qu'on fait aujourd'hui, il y a eu une baisse de 10 points. Bah oui, forcément, mais moins d'argent par étudiant, d'argent public par étudiant, il n'y a pas de place pour accueillir les étudiants à l'entrée de l'université. Donc ça, premier argument. Argument, le tirage au sort. C'était quand même, vous ne pouvez pas accepter le tirage au sort. Vous savez, sur les plateaux de télé, quand vous leur dites, mais non, mais on est contre la sélection. Mais vous ne pouvez pas être d'accord avec le tirage au sort. Ben non, en fait, on n'est pas d'accord avec le tirage au sort, mais on n'est pas non plus d'accord avec la sélection à l'université. Et on pense qu'on peut mettre de l'argent public. Vous savez, on parle souvent du modèle allemand. Les Allemands, ils mettent 3% du PIB dans l'enseignement supérieur et la recherche. La France, elle est à un petit peu plus de 2%. Ben, peut-être qu'on peut mettre un petit peu davantage d'argent public dans l'enseignement supérieur et la recherche pour permettre à tous nos étudiants de se former correctement. Donc non, on n'est pas d'accord avec le tirage au sort, bien sûr, mais non, on n'est pas d'accord non plus avec la sélection à l'entrée de l'université. Deuxième argument qui est donné par le pouvoir, c'est oui, mais il y a beaucoup d'échecs à l'université, et donc comme il y a beaucoup d'échecs à l'université, vous comprenez, il vaut mieux que ceux qui y vont pour échouer, il vaut mieux qu'ils ne viennent pas. Bon. Mais peut-être qu'on peut s'interroger sur les raisons de ces échecs. Peut-être qu'il y a une solution un petit peu plus intelligente, mais pas pour les étudiants eux-mêmes, mais pour le pays tout entier. C'est une force pour un pays d'avoir une jeunesse qui est formée, qui est éduquée, qui a fait des études supérieures. Bon, peut-être qu'on peut se poser la question de pourquoi il y a cet échec, parce que c'est vrai qu'il y a de l'échec à l'université. Alors, il ne faut pas croire les chiffres qui sont donnés. Les chiffres qui sont donnés sur, vous savez, le pourcentage d'échecs en première année de licence, ça intègre des gens qui, volontairement, choisissent de changer de filière parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une filière qui leur plaît davantage que celle qu'ils ont choisie dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'il y a de l'échec à l'université. Mais pourquoi il y a de l'échec à l'université ? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants sont obligés de travailler pour faire leurs études. Et que ce n'est pas vrai que vous faites vos études, que vous pouvez mener vos études sereinement si en plus vous êtes obligé de travailler. Donc par exemple, là, la France Insoumise, elle a une contre-proposition. Nous, on dit, on fait une allocation d'autonomie, 800 € par mois pour les étudiants, sous réserve de formation qualifiante, pendant 3 ans, qui leur permet de mener leurs études sans être préoccupés par la manière de savoir comment ils vont pouvoir manger, comment ils vont pouvoir se loger, etc. Donc deuxième contre-argument, deuxième argument du gouvernement, il y a trop d'échecs à l'université. La réponse qu'on fait, c'est il y a des solutions qui existent pour faire en sorte de s'attaquer aux raisons profondes de cet échec. Et les raisons profondes de cet échec, c'est notamment les raisons sociales. Et les raisons profondes de cet échec, on ne va pas les résoudre quand la première mesure qu'on fait, c'est de baisser les APL, alors qu'on sait que c'est les étudiants en particulier qui profitent des APL pour pouvoir se loger. Donc vous ne pouvez pas dans le même temps avoir un discours sur il y a trop d'échecs à l'université, alors vous comprenez, on va faire de la sélection, et dans le même temps baisser les APL. Il y a un petit problème de cohérence là. Donc deuxième raison, on peut s'attaquer
aux raisons profondes de l'échec à l'université. Et pour ça, on doit apporter des réponses sociales, permettre aux étudiants de pouvoir se consacrer à leurs études et pas d'avoir l'esprit monopolisé par la question de savoir comment ils vont pouvoir tout simplement vivre. Deuxième sujet. Troisième argument, vous le connaissez, bon, c'est pas que sur l'université, c'est sur tous les sujets, ça coûte trop cher. Tout coûte trop cher pour eux. Bon, ça coûte trop cher. Alors là, dans le programme de la France Insoumise, nous, on a une proposition. On dit, on prend l'argent, c'est 5,5 milliards d'euros, qui est l'argent qui est attribué aujourd'hui au crédit impôt recherche. Vous connaissez les scandales du crédit impôt recherche aujourd'hui. Sanofi, c'est l'un des plus grands pourvoyeurs en France du crédit impôt recherche. On prend cet argent-là, on la met dans l'université, et avec cet argent-là dans l'université, on peut financer la gratuité de l'université, la titularisation des précaires de l'université, et le recrutement de 5000 postes dans l'enseignement supérieur et la recherche pour pouvoir répondre à l'accroissement démographique et permettre à chacun d'avoir accès à l'université. Donc vous voyez, je ne suis pas venu pour faire une réunion publique sur la question de la réforme à l'université, mais je voulais vous donner ces quelques éléments parce que c'est une bataille en cours. C'est une bataille en cours. Le calendrier parlementaire, oui, la loi elle a été votée à l'Assemblée nationale, c'est vrai, avant avant les vacances de Noël, on en a très peu parlé. Mais ce n'est pas terminé. Le 7 février, ça doit passer au Sénat. Ensuite, il doit y avoir une commission mixte paritaire. Ensuite, ça doit revenir à l'Assemblée nationale. En gros, le calendrier parlementaire, c'est autour du 15 mars qu'ils ont prévu la ratification, la promulgation du texte de loi. Donc là, les amis, on a 1 mois et demi pour les faire reculer, pour les faire plier. Parce que si on les fait plier sur la réforme de l'université, alors on aura davantage de force pour les faire plier sur la réforme de l'assurance chômage et on aura davantage de force pour les faire plier sur les autres sujets qu'ils vont mettre sur la table maintenant. Donc je sais qu'il y a des jeunes dans la salle, mobilisez-vous les amis, allez devant les lycées. Le 1er février, c'est jeudi, il y a une journée nationale avec des blocages de lycées. Le 3 février, la France Insoumise, nous on réunit les lycéens de la France Insoumise pour s'organiser ensemble. S'il y en a, on discute à la fin pour voir comment vous pouvez rejoindre cette dynamique. La France Insoumise, elle a déjà distribué 800 000 tracts sur le sujet. Voilà, mettez-vous en mouvement. Ce n'est pas que les lycéens et les étudiants qui sont concernés par ce sujet. Si on arrive à les bloquer à cet endroit-là, le premier pont qui résistera, vous allez voir, on va les faire reculer complètement. Moi, c'est pour ça que je suis optimiste. C'est parce que je trouve que ça cristallise. Ça cristallise sur la question de la réforme à l'université. Ça cristallise dans le secteur de la santé qui est ravagé par les politiques d'austérité qui ont été mises en place ces dernières années. Où aujourd'hui, dans les hôpitaux, par exemple, le nombre de personnel, le nombre de lits ne permet pas d'accueillir dignement tous ceux qui viennent pour avoir tout simplement droit à avoir un accès aux soins. Et la colère, elle est grandissante. Oui, c'est vrai que pendant 6 mois, il y a eu, et c'est normal, après une élection, il y a eu d'abord l'idée que peut-être qu'il fallait lui laisser sa chance à Macron. Puis après, il y a eu l'idée, on vient de voter, on n'était peut-être pas d'accord, mais on va laisser faire un petit peu. Mais je crois que les gens sont en train de se rendre compte qu'entre la réalité des intentions qui ont été exprimées pendant la période électorale et la réalité de la politique qui est mise en place, il y a une différence grandissante. Et que cette prise de conscience, elle va aller en grandissant. Mais que la force va à la force et que c'est de victoire en victoire qu'on va arriver à les faire reculer. Donc la question de l'université, c'est une question clé, c'est une question importante. Il y a les autres questions qui ont été abordées par Guillaume, par Laurent, par les camarades avant moi. Mais moi, je voulais insister sur ce point, parce que dans les perspectives insoumises, la première perspective, c'est la perspective immédiate, et c'est d'essayer de faire échec à ce gouvernement. La France insoumise, elle a été identifiée comme première force opposition, c'est ça que je vous disais en introduction. Et c'est bien. C'est bien parce que ça éclaire les alternatives qui sont proposées au pays. Voilà. Soit vous avez le chacun pour soi, qui est la politique de M. Macron, soit vous avez le tous ensemble, c'est ce qu'on aspire. On partage les richesses, on s'attaque à la transition écologique, on organise la rénovation démocratique du pays. Voilà. Il y a 2 alternatives qui existent aujourd'hui dans ce pays. Et avoir le drapeau de la première force d'opposition, ça permet de montrer que le clivage, il est entre eux et nous. Il n'est pas ailleurs dans la société. Et de ce point de vue-là, bien sûr qu'on aurait préféré gagner l'élection présidentielle, bien sûr qu'on aurait préféré avoir 300 députés à l'Assemblée nationale, mais que de chemin parcouru depuis 2 ans. Il y a 2 ans, le clivage, il n'était pas positionné là dans la société. Il était entre le pouvoir en place et le Front National. On a réussi à renverser cette situation, à la transformer. Aujourd'hui, c'est entre eux et nous. Et c'est ça qu'on doit cultiver. Parce qu'on doit être le recours. Parce que la prochaine fois, ça doit être nous. Et c'est pour ça que la France insoumise, ça ne peut pas être seulement qu'une force d'opposition. On l'a bien été, c'est nécessaire. On doit en assumer les responsabilités. Mais la France insoumise, c'est aussi une force de proposition. On a dit on est premier opposant, mais on veut être aussi les premiers proposants. Premier proposant, c'est le travail qu'on essaye de mener à l'Assemblée nationale. Vous savez, jeudi prochain aussi, c'est le même jour que la mobilisation sur les lycées, on a la niche parlementaire du groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale.
La niche parlementaire, c'est une fois dans l'année, vous avez une journée où c'est vous qui êtes maître de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Malheureusement, vous n'êtes pas maître de sa composition, mais vous êtes maître de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc là, la France Insoumise, on a travaillé 5 projets de loi. 5 projets de loi qui vont être soumis à ce moment-là au vote de l'Assemblée nationale. Il y a un projet de loi sur la question du droit à l'eau. Permettre à chacun d'avoir droit à l'eau, et notamment qui porte une proposition forte du programme, qui est la gratuité des premiers mètres cubes d'eau qui sont nécessaires à la vie pour chacun. Parce que ce n'est pas normal qu'on paye au même prix l'eau dont on a besoin pour les besoins élémentaires et l'eau qu'on a besoin pour remplir sa piscine. On a le droit d'avoir une piscine, mais ce n'est pas normal qu'on paye le même prix pour remplir sa piscine que juste pour se laver ou se brosser les dents. Donc le droit à l'eau, premier sujet qu'on porte à l'Assemblée nationale. Deuxième sujet qu'on porte à l'Assemblée nationale, une loi sur la souffrance au travail, le burn-out. Troisième texte de loi qu'on va déposer à l'Assemblée nationale, un texte de loi contre les contrôles aux faciès. Quatrième texte de loi qu'on porte à l'Assemblée nationale, il ne faut pas que j'oublie, c'est la question de la fin de vie, qui est une question lourde, mais sur laquelle on a voulu aussi porter un texte de loi. On a choisi volontairement des textes de loi sur des thématiques extrêmement diverses pour montrer que la France Insoumise, c'est un mouvement qui ne se concentre pas uniquement sur une ou deux thématiques dans la société, qui a un programme global d'alternative. Et la cinquième texte de loi qu'on va proposer au vote, c'est une résolution pour obtenir un référendum sur la question du CETA, le traité, l'accord de libre-échange entre la France et le Canada. Donc être première force de proposition, c'est le faire à l'Assemblée nationale, mais le mouvement, ça ne se réduit pas à ses députés. C'est aussi le faire dans la rue. C'est mener la bataille sur 3 campagnes qu'on a sélectionnées ensemble au moment de la convention de la France Insoumise à Clermont-Ferrand, en se disant sur ces 3 sujets-là, on va essayer de gagner une bataille sur l'hégémonie politique, une bataille de conviction. On va essayer de faire comprendre aux gens que sur la question du nucléaire, sur la question de la fraude fiscale, sur la question de la pauvreté, il y a des solutions alternatives qui existent et que ces questions-là, aujourd'hui, elles ne sont pas prises en charge par le pouvoir. Et pourtant, c'est des questions qui sont urgentes. La première campagne qu'on a choisi de mener, même si toutes vont être un peu parallèles, c'est la question du nucléaire. Pourquoi ? Notamment parce que le 11 mars prochain, c'est l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima. Et que depuis Fukushima, il y a eu beaucoup de grands discours, pas mal de larmes pour pleurer, mais il n'y a pas eu beaucoup d'actes et d'actions concrètes. Pire, ce gouvernement-là, parce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement précédent avait été extrêmement ambitieux sur la question de la transition énergétique, mais au moins il avait fait quelque chose. Il avait adopté une loi en 2015, qui était la loi sur la transition énergétique. Et cette loi, elle disait il faut réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français à 50% d'ici à 2025. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement au mois de novembre dernier ? Ils ont dit non, ça, on ne le respectera pas. On dit on n'est pas capable de respecter cet objectif. Et donc, ils reportent cet objectif de passer. Cet objectif, pour nous, était insuffisant, mais au moins, il existait. Là, ils sont revenus sur cet objectif-là et ils n'ont plus mis de date pour respecter ces 50% du nucléaire dans le mix énergétique français. La catastrophe de Fukushima, elle nous rappelle que le nucléaire, c'est une énergie dangereuse. Que sans doute que ça a été utile pour notre pays à un moment où ça nous a permis de satisfaire le besoin énergétique d'une population grandissante, d'une démographie qui était galopante. Il ne s'agit pas de dire tout était nul, ce n'est pas le sujet. Mais maintenant, on a les ressources techniques, scientifiques, financières, la motivation, la prise de conscience qu'on n'avait pas à l'époque pour dire maintenant on va s'en passer. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire d'ici à demain on va couper tous les réacteurs nucléaires. Mais tant qu'on ne prend pas la décision politique de dire on va sortir du nucléaire, tant qu'on n'a pas pris la décision politique de le faire, alors ce n'est pas vrai que le reste suit, que les investissements dans les énergies renouvelables suivent, que la recherche qui est nécessaire pour continuer à développer ces énergies renouvelables suit, que les travaux d'isolation thermique, parce que ce n'est pas vrai qu'on fera la sortie du nucléaire à consommation énergétique constante, et ça passe nécessairement, c'est tout le travail qui a été fait par le scénario Négawatt, par l'idée que bien sûr on fait du renouvelable, mais aussi on fait des politiques de rénovation thermique des bâtiments pour baisser la consommation énergétique du pays. S'il n'y a pas la décision politique qui est prise, la décision politique, ça ne veut pas dire allez, demain on coupe tous les réacteurs nucléaires et on retourne à la bougie, comme ils disent. Non, ça veut dire on se fixe un cap. On dit on se fixe un objectif collectif au pays en 2050, 0% d'énergie nucléaire. Voilà, c'est ça ce qu'on a mis dans le programme. On prend cette décision et ensuite
On organise, on a du temps jusqu'à 2050, mais on organise progressivement ça. Et on commence par fermer les réacteurs nucléaires qui arrivent en fin de vie. 75% des réacteurs nucléaires auront 40 ans d'ici à 2027. On fait quoi? On continue? Tout le monde dit que les durées de vie des centrales, c'est 40 ans. Non, donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenir? Ça veut dire investir pour prolonger la durée de vie des centrales. Mais quand vous investissez le coût du grand carénage, vous savez, c'est le plan qui permet de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Ça coûte 100 milliards d'euros. Donc ils vont mettre 100 milliards d'euros pour prolonger la durée de vie des centrales, mais ces 100 milliards d'euros, c'est 100 milliards d'euros qu'on ne met pas dans le développement des énergies renouvelables, qu'on ne met pas dans la recherche pour aller plus loin. C'est 100 milliards d'euros qu'on gaspille de ce point de vue-là, du point de vue de la transition. Donc, premier sujet qu'on va porter dans la société, j'essaye de dresser largement, si après il y a des questions, on pourra revenir sur des sujets en détail. Premier sujet qu'on va porter, la question de la sortie du nucléaire, et la France insoumise, elle propose à tous les insoumis d'organiser entre le 11 et le 18 mars. Le 11, c'est l'anniversaire, le triste anniversaire de Fukushima. Le 18 mars, on connaît cette date, c'est une date intéressante pour la France insoumise, c'est notamment l'anniversaire de la Commune de Paris. Entre le 11 et le 18 mars, on fait une grande votation citoyenne dans le pays pour permettre aux gens de s'exprimer sur la question est-ce que oui ou non vous êtes favorable à la sortie du nucléaire. Pour ça, on va faire toute une longue campagne avec des auditions. On a proposé que cette campagne ne soit pas uniquement la campagne de la France insoumise, mais qu'elle puisse être aussi la campagne des associations, des syndicats, y compris d'autres organisations politiques qui partageraient ces objectifs, qui voudraient mener cette campagne avec nous. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de tirer les conséquences de la période qui vient de s'écouler et d'essayer de faire tomber ces frontières-là qui séparent le monde politique, syndical, associatif. Donc on a déjà des associations ou des membres d'associations qui ont répondu, qui vont organiser cette campagne avec nous. Et on se fixe un objectif, c'est d'avoir des centaines de milliers de votants sur cette votation citoyenne pour qu'on fasse parler de cette question, qu'on fasse réfléchir les gens et qu'on fasse progresser cette idée dans la société. On l'a déjà beaucoup fait progresser, mais je crois qu'on peut le faire encore plus. On aura notamment la visite d'un invité de marque qui est l'ancien Premier ministre japonais, qui était Premier ministre pendant la catastrophe de Fukushima et qui va venir entre le 11 et le 18 mars pour mener cette campagne avec nous. Donc voilà, c'est intéressant, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément contre le nucléaire initialement, mais qui, face à la catastrophe de Fukushima, s'est rendu compte que c'était trop dangereux et qu'il fallait trouver les solutions pour en sortir. Ce n'était pas forcément un pionnier de la mobilisation contre le nucléaire. Donc c'est la preuve que les esprits, les consciences bougent, mais on peut les faire bouger ensemble. Deuxième sujet de campagne nationale qu'on va mener, c'est la question de la fraude et de l'évasion fiscale, qui a été un sujet particulièrement d'actualité. Vous avez vu les Banana Papers, les Paradise Papers, les Papers. Bon, ça sort tout le temps, mais pareil, ça fait combien de temps qu'on parle de cette question-là? Mais pourtant, rien n'est fait. Rien n'est fait. Toutes les études, je leur donne le point, je prends les enquêtes les plus pessimistes. Les études les plus pessimistes, elles disent la fraude et l'évasion fiscale, c'est 60 milliards d'euros chaque année qui sont perdus pour les caisses de l'État. Alors moi, je suis mathématicien, donc j'ai fait quelques calculs, parce que je trouvais ça marrant. Qu'est-ce qu'on peut financer avec 60 milliards d'euros dans notre pays aujourd'hui? Alors 60 milliards d'euros, vous pouvez financer, c'est des plus entre les deux, 500 000 places en crèche supplémentaires, 200 000 logements publics supplémentaires. Je n'ai pas compté ça, mais l'isolation de 700 000 logements existants, justement pour, je fais le lien avec la première partie, pour la rénovation thermique, isolation thermique, parce que c'est souvent, par ailleurs, c'est une dimension écologique, mais aussi une dimension sociale, parce que c'est souvent les personnes qui sont dans les situations sociales les plus difficiles, qui sont confrontées à ces situations de précarité énergétique, et qui ensuite ont leur facture d'eau et leur facture d'électricité, qui explosent. Donc voilà, avec la fraude fiscale, c'est un exemple, vous pouvez financer 500 000 places en crèche supplémentaires, 200 000 logements publics supplémentaires, 700 000 logements que vous pouvez rénover. C'est pas mal. C'est 60 milliards d'euros, chacun d'entre vous, ici, là, chaque foyer fiscal, vous savez, il paye à peu près 135 € par mois à cause des fraudeurs fiscaux. Voilà ce que ça vous coûte, vous, chaque individu, chaque mois. Vous payez 135 € d'impôts supplémentaires parce que les fraudeurs fiscaux, on ne va pas les chercher, parce qu'on les laisse faire en toute impunité. Le problème, c'est aussi l'Union européenne. Vous n'avez pas vu la liste des paradis fiscaux, là? Alors, ils avaient fait un grand théâtre sur le fait qu'ils allaient enfin publier une liste des paradis fiscaux. Alors, ils ont trouvé quand même... Ils sont très très forts. Donc, ils ont réussi à mettre aucun pays européen dans la liste des paradis fiscaux. Bon, je veux pas... Je croyais que le Luxembourg, par exemple, il y avait quelques arrangements avec ce pays, mais non, apparemment, il n'y en a pas. Et puis surtout, c'est une liste sans aucune sanction. Donc franchement, tout ça, c'est de l'agitation médiatique.
Quand à l'Assemblée nationale, au moment de l'examen du budget, la France insoumise, sans sectarisme, elle propose à tous les autres groupes, on va voter un amendement pour la suppression du verrou de Bercy. Vous savez, le verrou de Bercy, c'est ce qui donne un droit à l'administration, au ministère des Finances, de bloquer des enquêtes qui seraient faites contre des fraudeurs fiscaux. Bon, on propose à tout le monde, aux communistes, aux socialistes, même aux constructifs, à la droite. Bon, on va faire un amendement ensemble, on en finit avec ce système du verrou de Bercy. Bon, la majorité vote contre. Voilà. Donc, non seulement ils font rien, mais ils font pas que rien, ils protègent les fraudeurs fiscaux. Ils les protègent. Et ça, c'est un sujet. Voilà, j'ai essayé de vous montrer à quel point ça a des conséquences qui sont des conséquences importantes. Donc, on va mener aussi une campagne sur ce sujet. On va mener une campagne sur ce sujet avec là aussi des contre-propositions. Les contre-propositions de la France insoumise, c'est effectivement la fin du verrou de Bercy, mais pas seulement. C'est l'imposition universelle, parce que vous savez, souvent quand vous dites oui, on va aller chercher les fraudeurs fiscaux ou on va réformer l'impôt comme on proposait, oui, mais ils vont partir à l'étranger. Bon, nous, on propose l'impôt universel. L'impôt universel, c'est simple. Il y a des gens qui ont grandi dans notre pays, qui ont profité de ses services publics, qui ont profité de son école, qui ont profité de son système de santé quand ils étaient malades. Eh ben, ils ont le droit de partir travailler à l'étranger, il n'y a pas de problème, mais c'est normal qu'ils contribuent et qu'ils continuent à contribuer, à cotiser et à financer les services publics et le budget national. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'impôt qu'ils payent dans le pays dans lequel ils sont en résidence, on regarde la différence avec ce qu'ils auraient payé en France et on leur demande de payer la différence. Ce n'est pas un système bolchevique, les États-Unis font ça et même les députés européens sont astreints à ce régime-là. Ils doivent payer la différence en France. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Donc, contre-proposition, l'impôt universel, la fin du verrou de Bercy. Bien sûr, il faut embaucher des gens. Parce que la fraude fiscale, c'est des gens qui se cachent. Quand il y a des gens qui se cachent, il faut aller les trouver. Et pour aller les trouver, il faut qu'il y ait des gens qui enquêtent, qui recherchent. Et donc, il faut embaucher. Il faut embaucher dans l'administration fiscale et il faut embaucher des agents supplémentaires qui leur permettent de continuer à faire ce travail. Quatrième axe, un impôt qui soit un impôt plus juste, mieux réparti. Là, je m'éloigne un peu de la fraude et évasion fiscale, mais le sujet est proche. Et vous connaissez nos propositions sur ce sujet. C'était une grande réforme fiscale qui permet à 92% des citoyens français de payer moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Donc il n'y a que 8% des gens qui paieraient davantage d'impôts. Et on générerait à peu près 10 milliards d'euros de marge de manœuvre supplémentaire. Donc ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour rien, c'est qu'ils ne sont pas très courageux ou pas très imaginatifs. Parce qu'il suffit d'aller chercher et vous allez voir, on en trouve sans aucun problème. En plus, franchement, ce qu'ils font, non seulement ça tape les plus modestes, mais en plus, franchement, ça rapporte pas grand-chose. Par exemple, la fraude fiscale, les 60 milliards d'euros, c'est à peu près 150 fois ce que l'État a gagné en baissant les APL. Ouais, donc il faut faire 150 fois la baisse des 5 euros d'APL pour récupérer les... Bon, je vous donne quelques chiffres, c'est pas pour vous embrouiller, mais parce que des fois, ça donne une idée sur les choses. La troisième campagne qu'on a décidé de faire, c'est la lutte contre la pauvreté. Bon, là, je n'ai pas besoin malheureusement de vous décrire la situation, vous la connaissez. 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, en tout cas moins de 1 000 euros par mois. Bon, là, c'est un sujet qui est transversal et qui concerne tous les sujets. Et un sujet qu'on a choisi de mener dans la France insoumise, parce que la France insoumise, ce n'est pas qu'un mouvement politique, c'est un mouvement qui a vocation aussi à être un mouvement social, un mouvement de société. On a choisi de la mener aussi par des actions et des initiatives de solidarité concrètes, d'être utile tout de suite, de montrer que face à l'atomisation de la société, à ces politiques libérales qui cherchent à casser le lien entre les individus, on a un rôle. Ce rôle, c'est de reconstruire du collectif, de reconstruire du commun. Et ça passe aussi par des actions très simples de solidarité immédiate, d'entraide. C'est comme ça aussi qu'on reconstruit du collectif. Donc cette campagne sur la pauvreté qu'on va aussi mener, je ne m'y arrête pas parce que ça va être dans l'actualité. Il y a le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui sort la semaine prochaine. Bon, vous connaissez les chiffres, malheureusement ils sont alarmants, mais ce n'est pas déconnecté de la campagne sur la fraude fiscale. Vous connaissez la phrase de Victor Hugo, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'enfer des pauvres et le paradis des riches. Donc, 3 campagnes pour la France insoumise qui ont été décidées à sa convention, qui vont être menées, qui s'ajoutent aux campagnes de riposte dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment celle sur la réforme de l'université. Troisième point, je ne veux pas être trop long pour laisser le temps aux questions. Troisième point, c'est la France insoumise, force d'opposition, la France insoumise, force de proposition. Troisième point, j'ai commencé à l'aborder, la France insoumise, c'est aussi une force qui a vocation à être utile dès maintenant, utile au quotidien.
pour la raison que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire cette nécessité de reconstruire du commun, de reconstruire de la solidarité, de reconstruire du lien social. Hein, on parle de constituante dans notre programme. Pourquoi on parle de constituante? Pour construire le peuple face à tout ce qui le déconstruit, face à ce processus déconstituant du libéralisme qui isole, coupe les ponts entre les individus, brise les services publics, casse le lien social. Et nous, on a un rôle on ne peut pas résoudre le problème uniquement par des propositions politiques, uniquement en se présentant aux élections. On a un rôle d'action au quotidien pour essayer de reconstruire ce commun et ce collectif. Ça passe par les actions de solidarité concrètes, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça passe par un autre point qu'on a mis pas mal en avant, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, qui est la question de l'auto-organisation populaire. L'idée, c'est que la France insoumise, ce n'est pas un prestataire de services. Donc ce n'est pas un mouvement qui va dans des quartiers pour dire, bon, en gros, avec des politiques clientélistes, bon, on va vous donner ça, et puis au moins, ça va résoudre un peu vos problèmes. Non, la France insoumise, c'est qu'un outil. Et c'est un outil au service du peuple. Et un outil au service du peuple quand il se met en mouvement. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'engager le mouvement sur le chemin de ce qu'on a appelé l'auto-organisation populaire, la méthode Alinsky, c'est-à-dire l'idée de, on ne va pas voir les gens en leur disant, nous, on a la solution à tous vos problèmes, mais plutôt, c'est quoi vos problèmes? Et on essaye de fédérer, de tisser le lien entre les colères populaires pour les transformer en revendications politiques. C'est un travail sans doute qui est un travail plus de moyen terme ou de long terme. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui peut être des fois brutalisant par rapport à nos habitudes politiques. On a plutôt l'habitude d'aller voir les gens en leur disant voilà, la solution, c'est notre programme, l'avenir en commun, il est là, il est super. C'est vrai, il est super ce programme. Mais des fois, la solution, ce n'est pas forcément de dire notre programme, il est super. Et donc la méthode Alinsky, ça cherche à lever les freins à l'action collective. Il y a beaucoup de colère dans notre pays aujourd'hui, mais cette colère, elle ne se transforme pas automatiquement en mobilisation populaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de freins à l'action. Ces freins à l'action, vous les connaissez, c'est l'idée que tout seul, je ne peux rien faire, c'est l'idée qu'on a tout essayé, c'est l'idée que c'est toujours les mêmes, c'est l'idée qu'on ne peut pas faire autrement. Et bien la méthode Alinsky, ce n'est pas une méthode miracle, il n'y en a pas de méthode miracle, mais elle essaye de s'attaquer et de lever les freins de ces obstacles à la mise en mouvement. Et pour ça, elle passe par une première phase qui est une phase vraiment d'écoute, des colères citoyennes. Vous interrogez les personnes du bâtiment 1 qui vous disent qu'ils ont un problème d'ascenseur. Vous entendez, vous notez sur votre calepin, et puis quand vous êtes en train de faire votre porte-parole au bâtiment 3, vous entendez quelqu'un qui vous dit qu'elle a aussi un problème d'ascenseur. Et bien là, vous lui dites, au lieu de lui dire j'ai la solution pour votre problème d'ascenseur, il faut faire ci, il faut faire ça, et surtout il faut voter pour la France insoumise à la fin, vous lui dites ben non, voilà, au bâtiment 1, il y a quelqu'un qui a le même problème que vous, est-ce que ça vous dirait de vous rencontrer? Et puis après, vous rencontrez une troisième personne qui est intéressée par le sujet. Et puis vous les mettez ensemble dans une salle, et puis vous leur proposez d'envisager une première initiative, une première action, en partant des batailles du quotidien. Pourquoi les batailles du quotidien? Parce que c'est celles sur lesquelles on peut identifier les responsables, de manière plus facile que quand vous voulez tout de suite vous attaquer à la question de la fraude fiscale, par exemple. Et deuxièmement, parce que ça permet des petites victoires, mais parce que de petite victoire en petite victoire, on prend de la force. Et quand on a compris ensemble qu'on peut gagner une petite victoire, ben on se dit que si on est encore plus nombreux, tous ensemble, cette fois, on peut gagner des grandes victoires. Et donc la France insoumise, elle met son énergie, elle met son action au service de l'auto-organisation populaire, et elle ne le fait pas en demandant forcément quelque chose en échange. Elle le fait parce qu'elle pense que les citoyens, quand ils se mettent en mouvement, ils portent les aspirations qui sont dans notre programme, les aspirations pour la justice sociale, les aspirations pour la transition écologique, les aspirations pour vivre dignement, en bonne intelligence. On est du côté du bon sens, on n'est pas les extrémistes qu'ils essayent de décrire en nous. Franchement, est-ce que nos solutions vous paraissent extrémistes? Dire finalement, il faut que chacun puisse vivre en fonction de ses moyens, il faut qu'on partage l'argent, il faut qu'on fasse attention que l'écosystème dans lequel on vit, on puisse continuer à y vivre après. On est du côté de la paix plutôt que de la guerre. Voilà. Je sais pas, ça ne me paraît pas être des solutions extrêmes ou extrémistes. Et on doit mener cette bataille de sens aussi. On ne doit pas les laisser nous marginaliser, nous dire qu'on est à l'extrémité du spectre politique, que nos solutions sont des solutions exagérées, pas raisonnables. Non, ce qui n'est pas raisonnable et ce qui est exagéré, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas raisonnable quand votre politique fiscale, elle profite aux 5% des plus riches. Non, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable quand vous prolongez les durées de vie des centrales nucléaires alors que vous savez qu'il y a un accident qui peut arriver à tout instant. Ça, ce n'est pas raisonnable. Voilà, j'essaie juste de vous... Moi, comment je vois les choses aujourd'hui, cette manière de mener cette bataille du sens. Je m'arrêterai sur un dernier point, c'est la France insoumise, première force d'opposition, force de proposition. La France insoumise, un mouvement utile au quotidien.
Tout ça pour dire que la France insoumise, ça doit être le recours. Le recours parce que malheureusement, la politique qui va être mise en place, elle va échouer, et on le sait. On le sait parce qu'elle a déjà été mise en œuvre, parce qu'elle n'est pas très nouvelle, contrairement aux apparences qu'on nous présente, et parce qu'elle n'est pas en mesure de répondre à l'importance des enjeux qui sont devant nous aujourd'hui. Et donc la France insoumise, ce n'est pas un petit mouvement, un petit parti dans son coin qui n'est pas content parce qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Non, la France insoumise, c'est le recours aujourd'hui. On va le voir dimanche avec les 2 élections législatives partielles. Il va y en avoir 5 dans les prochains mois. C'est des élections qui vont être importantes parce qu'elles ne concernent pas seulement le territoire de Belfort, le Val d'Oise. Non, elles concernent le pays tout entier. Ça va être le premier test national avec le pouvoir. Et donc nous, on aspire à progresser. Pourquoi pas être présent au 2e tour? Ce n'est pas les circonscriptions les plus faciles pour nous. C'est des circonscriptions qui sont tenues par la droite ou par En Marche et qui sont globalement des circonscriptions qui ont toujours été à droite. Celle du Val d'Oise, elle est à droite depuis 20 ans. Peut-être qu'on ne gagnera pas, mais est-ce qu'on est capable de progresser? Est-ce qu'on est capable de montrer que nos idées continuent à faire leur chemin dans la société? Ça va être des marqueurs importants. Il va y en avoir 3 autres au cours du mois de mars. En Guyane, le candidat qu'on soutient, il a perdu de 40 voix la dernière fois, au 2e tour de l'élection législative en juin. Donc on peut avoir un 18e, peut-être un 19e, peut-être un 20e député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas juste pour le nombre. Ils font un travail super à 17, ils feront un travail encore mieux à 18. Ce n'est pas juste pour le nombre. C'est aussi pour le symbole politique, pour montrer que, voilà, face à l'échec du gouvernement dans sa politique, la France insoumise est une force qui continue à progresser. Donc ça va être un moment important. Et puis après, il y aura un test électoral, mais ça sera, puisque c'est dans les perspectives, ça sera l'année qui vient, 2019, qui sera un test électoral important, qui sera la question des élections européennes, qui pour la première fois depuis plusieurs années va être une élection nationale, une élection qui ne sera pas découpée en régions. Donc ça va être la première élection nationale, le premier test électoral d'envergure sur l'ensemble du territoire pour le pouvoir. Et ça, c'est une bataille qui est une bataille essentielle, importante, dans laquelle la France insoumise, elle a ses chances. Et c'est là où on verra si elle est le recours ou pas. Et moi, je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'on va y arriver. Vous avez vu que Macron a commencé déjà cette campagne. Ils ont commencé. Lundi, il y a eu un texte, une résolution commune entre le Bundestag, le Parlement allemand, et l'Assemblée nationale, en gros pour l'approfondissement du couple franco-allemand. Alors quand vous lisez ce texte, je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a beaucoup de bonnes intentions, comme souvent sur l'Europe, très peu de décisions concrètes, sauf quand elles sont du côté du droit des entreprises, de la libre concurrence. Là, le texte est assez précis. Par contre, quand il faut parler de harmonisation sociale, de prise en compte de l'impératif écologique, là, on est plutôt dans les vagues déclarations d'intention pas extrêmement précises. Donc ça, c'est le classique. On est habitué à ça. Mais voilà l'axe qui va être l'axe d'affrontement avec le pouvoir sur l'élection européenne. Et là aussi, on ne doit pas laisser caricaturer notre position. Notre position, ce n'est pas une position extrême, c'est une position raisonnable. Dans n'importe quelle négociation, si vous n'arrivez pas avec une arme dans la négociation, la négociation, vous l'avez perdue. Si vous êtes obligé de signer le papier à la fin parce que vous n'avez pas de solution alternative, la personne qui est en face de vous, elle le sait, elle vous fait signer ce qu'elle veut. L'idée de dire on a un plan A et on a un plan B qui est une arme de négociation, c'est une solution extrêmement raisonnable. Face à Macron, c'est l'Europe à tout prix, à n'importe quelle condition. Le Pen, c'est l'Europe n'a aucune condition. Nous, on dit l'Europe, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Voilà, pas à n'importe quelle condition. Donc on négocie. On négocie, on arrive avec un plan A parce qu'on pense qu'on peut transformer les traités européens, mais pour ça, il faut un rapport de force. Et on n'organise pas un rapport de force quand la première chose qu'on fait, c'est de dire que c'est avec l'Allemagne, juste tous les deux, qu'on va donner le sens et la direction de la construction européenne. Parce que le rapport de force, c'est avec l'Allemagne qu'il faut l'organiser. Et que pour organiser le rapport de force avec l'Allemagne, il faut s'allier avec les pays qui portent les mêmes aspirations que les nôtres, notamment les pays du Sud. Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Alors que quand vous vous enfermez dans le couple franco-allemand comme est en train de faire le pouvoir, ça veut dire que dès le début, vous enlevez toutes vos armes de la négociation. Donc il ne changera rien. Et il acceptera l'ensemble des conditions du gouvernement allemand, c'est-à-dire une politique d'austérité, une politique de l'euro fort, la politique qui nous amène dans le mur depuis 15 ou 20 ans maintenant. Voilà. Donc il faut dénoncer cette ligne-là, de la ligne de l'approfondissement franco-allemand, et montrer au contraire que nous avons des propositions raisonnables. Proposition raisonnable, c'est la négociation. La négociation, ça passe par un rapport de force. Et le plan B, c'est le rapport de force.
Alors, est-ce qu'on est prêt à faire le plan A? Oui. Est-ce qu'on est prêt à faire le plan B? Oui. Parce que si vous dites dès maintenant que vous n'êtes pas prêt à faire le plan B, bah, ce n'est pas une arme dans la négociation. Voilà. Et le plan B, ça ne veut pas dire, là j'essaye de contrer les contre-arguments, hein. Le plan B, ça ne veut pas dire mais on va partir tout seul dans notre coin. Non, parce que dans la négociation qu'on aura organisée, quand on aura dit on va négocier le plan A, on veut la fin de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, on ne sera pas tout seul, on va avoir des alliés autour de la table. On va les amener avec nous dans un processus de négociation. Et si à la fin on nous dit on n'arrive pas à transformer les traités, on n'arrive pas à remplir les conditions qu'on s'est fixées comme feuille de route du plan A, mais ceux qui se seront battus avec nous pour les obtenir, ces conditions, ils seront disponibles pour travailler avec nous à faire autre chose. Hein? Donc c'est pas vrai, ceux qui disent oui, vous allez partir tout seul dans votre coin, vous allez être complètement isolé. Non, c'est pas ça qu'on dit. Bien sûr qu'on est d'accord pour travailler la coopération avec d'autres pays. Mais si on doit choisir entre l'Europe telle qu'elle est ou la mort, hein, l'Europe telle qu'elle est, c'est la mort, qu'est-ce qu'on fait? On choisit autre chose, on sort. Voilà, on sort et on construit autre chose. Ok? Voilà, c'est ça notre idée sur l'Europe. Donc gardez-le en tête parce que ça va être caricature. Hein. Non, la France insoumise, là aussi, elle a une position raisonnable. Et là aussi, ce n'est pas raisonnable de dire que quelles que soient les conditions, on va faire cette construction européenne. Et ce n'est pas raisonnable non plus de dire que quelles que soient les conditions, on n'y va pas. Une position raisonnable, c'est une position où on essaye de faire bouger les lignes. Et pour ça, on utilise des armes dans la négociation et dans le rapport de force. Voilà, j'ai essayé de vous dresser les perspectives insoumises. C'était, je pense, un peu dense, parce qu'il y avait beaucoup de sujets. S'il y a des questions pour approfondir sur tel ou tel point, c'est avec plaisir. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Moi, je vous dis que, bien sûr, la France insoumise, elle a échoué à l'élection présidentielle de pas beaucoup. On peut être un peu déçu. Bien sûr, à l'élection législative, on aurait aimé avoir davantage de députés. C'est vrai. Bien sûr, après les processus électoraux, y a des gens qui se sont intéressés à l'élection et puis qui reprennent un peu la vie de tous les jours, parce que ça c'est normal, c'est la vie, l'élection présidentielle, c'est une élection qui polarise largement. Mais moi je reste convaincu que la France insoumise c'est le recours et que c'est nous les prochains sur la liste et que bientôt on exercera le pouvoir dans ce pays. Merci.